Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire de présentation du démonstrateur pragmatique. Je suis Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation donc au C2RP, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc Jean-Christophe Guérin et Sébastien Cellier donc de Signe de Sens et Anne-Sylvie Ferrier donc du Centre Lillois de réadaptation professionnelle. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sébastien Cellier pour cette présentation donc de pragmatique. Voilà, merci Isabelle. Merci Isabelle et merci à Résonance et au C2RP de nous donner la chance de pouvoir vous parler de pragmatique. Et donc voilà, on va vous présenter ce démonstrateur donc à 3 avec Anne-Sylvie et Jean-Christophe. Anne-Sylvie, en quelques mots, si tu peux te présenter. Et bonjour à tous. Donc, Anne-Sylvie Ferrier, je travaille au Centre Lillois de réadaptation professionnelle, qui est un établissement et service de réadaptation professionnelle pour des travailleurs handicapés. Et je m'occupe plus particulièrement du développement de projets et de l'appui sur tout ce qui est ingénierie pédagogique. Merci Anne-Sylvie. On va décrire après, en quelques mots, les missions du CLRP. Oui. Jean-Christophe, à toi la parole. Oui, bonjour, Jean-Christophe Guérin, donc ingénieur pédagogique. Je suis responsable du pôle formation chez Signe de Sens, donc je coordonne les actions de formation que nous menons, que l'association propose, et par ailleurs, je pilote le programme de formation inclusive dans le cadre duquel s'inscrit le projet pragmatique. Merci Jean-Christophe. Et donc Sébastien, moi j'ai en charge la direction du développement de Signe de Sens et je vais animer, distribuer la parole dans le cadre de ce webinaire. Alors, on vous propose un déroulé en 4 temps. Dans un premier temps, on va vous expliquer un peu comment la GFIP, Signe de Sens et le CLRP travaillent ensemble, comment finalement le projet pragmatique est né. Et donc, à la croisée finalement de plusieurs enjeux et réflexions qu'on a pu tenir ensemble. Dans un deuxième temps, on rentrera dans le détail en vous présentant vraiment le projet pragmatique, le démonstrateur pragmatique. Jean-Christophe et Anne-Sylvie vous présenteront tout ça. Sur le troisième temps, on vous dira quelques mots sur le projet qui s'inscrit dans la suite de pragmatique, le projet Elixir les métiers. Et puis tout à la fin, Isabelle le disait tout à l'heure, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans l'onglet questions et on prendra un temps de questions et de réponses à la fin de ce webinaire. Donc voilà un peu pour la règle du jeu et entrons dans le vif du sujet. La GFIP devait être avec nous là aujourd'hui, mais finalement ça n'a pas été possible. Donc j'imagine qu'un grand nombre d'entre vous connaissent la GFIP, qui est un acteur incontournable à la fois pour accompagner, enfin c'est même pas à la fois, pour accompagner les travailleurs en situation de handicap dans l'inclusion et dans l'emploi, avec à la fois un soutien en termes de compensation, mais également un rôle de conseil, un rôle d'expertise, un rôle de mise à disposition de ressources pour accompagner les entreprises, un rôle également d'animateur et d'activateur de tout l'écosystème du handicap et de l'emploi, et puis également un rôle d'innovation et de recherche. On a l'habitude, nous, d'être très en lien avec la direction d'innovation de la GFIP, avec les équipes de Véronique Bustrel et avec François Martinez également, puisque on va présenter après le projet pragmatique est un projet en fait qui a répondu à l'appel à projet Handinov de la direction de l'innovation. Donc voilà rapidement sur la GFIP, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Le CLRP en quelques mots, tu nous disais tout à l'heure Anne-Sylvie, voilà, accompagnement de 2 personnes en situation de handicap, donc peut-être un peu plus de détails. Ok, donc il y a des dispositifs qui sont plus axés sur l'évaluation et l'orientation pour permettre donc à des personnes qui, du fait d'accidents de la vie, doivent changer de métier, donc de construire un projet professionnel pertinent et compatible avec les limitations
auxquels ils sont confrontés. Et puis, il y a des dispositifs spécialisés, donc un pour des autistes de haut niveau, un autre pour des personnes avec des déficients, des personnes présentant des troubles psychiques, et après, un dispositif de formation professionnelle qui va de préparatoire, préqualification jusqu'à des qualifications menant à des titres pro, notamment dans les secteurs de la mécanique, du tertiaire, de l'informatique. Et puis, ben, au sein du centre, il y a toute une équipe de professionnels. C'est noté, hein, psycho du travail, ergothérapeute, service médical et social, ce qui permet un accompagnement global des personnes. Et un des points importants donc, par rapport à ce que nous souhaitons développer, ce que nous avons commencé à développer, donc en lien avec Signe de Sens et notamment autour du projet pragmatique, c'est faire en sorte que les formations soient les plus accessibles possibles. Donc là, on parle bien d'accessibilité pédagogique, d'accessibilité cognitive, voilà, quelles que soient les difficultés des personnes. Et on reviendra sur ces notions d'accessibilité au travers de la présentation du projet pragmatique. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait d'autres choses à ajouter. Peut-être le nombre de stagiaires, combien de stagiaires? Alors, oui, on a à peu près entre 150 et 200 stagiaires en permanence sur le plateau technique au sein du centre. Voilà. Avec tout type, alors c'est vraiment tout type de déficience. Et on a donc, j'ai oublié de parler, un établissement au sein du centre qui est spécialisé par rapport aux personnes cérébro-lésées. Donc ça s'appelle UROS, une unité d'évaluation et de réentraînement et d'orientation, donc pour des personnes avec des cérébrolésions et qui, de la même façon, doivent voir vers quel avenir, je dirais, ils peuvent s'orienter, professionnel ou en termes de participation sociale. Merci Anne-Sylvie. Signe de Sens, en quelques mots, hein, Signe de Sens est une association basée à Lille qui fête ses 20 ans cette année. Dans l'équipe, on est plus ou moins 28 personnes, 27, 28. Et donc, notre métier chez Signe de Sens, c'est vraiment de rendre la société plus inclusive. Et donc, on accompagne à la fois des acteurs de la culture, des acteurs de la lecture, de l'éducation, de l'emploi, de la formation professionnelle pour aller vers l'inclusion. Finalement, le but, c'est que chacun puisse vivre une vie de citoyen à tous les niveaux et que chacun puisse, à l'école, au musée, à la bibliothèque, en formation, dans les transports, avoir une information qui soit accessible, qui soit compréhensible, et donc pouvoir vivre une vie pleine et entière de citoyen. Au-delà de notre mission, on porte une vision qui est assez forte et ancrée chez Signe de Sens depuis 20 ans maintenant. C'est que le handicap est un levier d'innovation et de transformation pour la société tout entière. Là, vous voyez, on va vous présenter Pragmatique, une manière d'organiser l'information pédagogique pour la rendre accessible. Et bien, cette information pédagogique, elle va bien sûr servir aux personnes qui en ont besoin, mais elle peut aussi servir à tout stagiaire. Et c'est ça qui est assez magique finalement dans ce qu'on fait, puisque cette démarche de conception universelle, on y est très attaché, c'est-à-dire qu'on part d'un besoin des publics spécifiques, les publics les plus en difficulté, et on fait en sorte que tout ça puisse servir à tout le monde. On accompagne les entreprises de manière globale sur plusieurs aspects, en termes de communication accessible, qui est vraiment la clé de tout. Comment on fait dans un univers donné pour comprendre l'information, que ce soit sur un site web, que ce soit sur des supports papier, que ce soit in situ à l'accueil d'un musée, par exemple, que ce soit des consignes également dans le cadre d'un environnement de travail, comment on fait pour comprendre. On fait beaucoup de formations et de sensibilisation aux différents types de handicap, des formations à la communication claire, comment travailler l'accessibilité d'une chaîne d'information. On accompagne des missions handicap d'entreprise également. Et puis, au-delà de tout ça, ça c'est un peu ce qu'on fait de manière très transverse. On fait du design de services inclusifs, c'est-à-dire qu'on co-conçoit des produits et des services avec les personnes en situation de handicap, avec finalement également les entreprises, avec des professionnels de la culture, c'est-à-dire que là, on va être en mesure de, sur une problématique donnée, d'écrire une feuille de route, d'écrire un plan d'action et de créer dans ce cadre-là les outils, les services qui vont permettre d'atteindre les objectifs d'accessibilité qu'on se fixe. Donc voilà de manière très rapide ce qu'on fait chez Signe de Sens.
Donc rentrons dans le vif du sujet avec le projet pragmatique. Jean-Christophe, je vais te donner la parole. Jean-Christophe, Anne-Sylvie. Donc on est en 2021, le projet est lauréat de la GFIP, de l'appel à projet Andinov. Oui, merci Sébastien pour cette présentation. Donc le projet pragmatique, effectivement, qui est lauréat d'un appel à projet porté par la GFIP, auquel nous avons répondu, en fait, le CLRP plus exactement a répondu, puisqu'on a coécrit cette réponse à l'appel à projet, puisqu'on l'a construit ensemble, mais formellement, le CLRP portait le projet et nous étions en prestation pour le CLRP. On a travaillé ensemble sur les 2 années qu'ont duré le projet. Euh, la genèse du projet, c'est un constat qui est assez simple, c'est-à-dire que les freins parmi les freins de l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, eh bien, il y a les difficultés à accéder à la formation. Et à partir du moment où on ne peut pas se former, évidemment, on a du mal à pouvoir accéder à certains métiers, et c'est le cas dans beaucoup de métiers. Et donc, le handicap génère davantage d'exclusion des dispositifs de formation. Et donc, comme tu le rappelais, le parti pris de Signe de Sens, c'est d'agir sur l'environnement, en disant que le handicap, il est autant dû à une adaptation de l'environnement à l'individu que le contraire. Et donc, en retravaillant sur cet environnement, on peut développer une accessibilité universelle. Euh, et donc, c'est ce qu'on disait, hein, voilà, en rendant service et en s'appuyant sur le handicap comme indicateur d'inadaptation de l'environnement, on développe une société en fait plus accessible à tous. Les ambitions du projet, donc, on est sur le champ de la conception des outils et des supports de formation, donc tous de la partie accès à l'information dans le cadre de la formation, en sachant que on a conscience que pour que les formations deviennent inclusives, il y a des enjeux au moment de l'orientation, de l'inscription, de l'entrée en formation, de l'accompagnement des personnes, et, de l'évaluation, des sorties de formation et de l'accès à l'emploi. Donc il y a bien d'autres champs encore à travailler. Mais là, le projet pragmatique portait un focus plus particulier sur les supports, les contenus, comment les personnes en stage peuvent accéder plus facilement à l'information nécessaire de véhiculer dans le cadre d'une formation. Donc l'objectif était de créer 15 fiches de contenu pédagogique déclinées en 3 à 5 gabarits, ce que nous avons fait pendant les 2 ans en travaillant avec notamment les formateurs, toutes les équipes du CLRP. Alors, avant d'en dire plus, on a une vidéo de 6 minutes qui présente le projet et qui reprend un peu l'ensemble du déroulement du projet. Donc, je vous propose qu'on la regarde. Donc là, je redonne la main à Isabelle qui va la lancer. Elle est sur YouTube d'ailleurs. Si vous faites pragmatique, signe de sens, vous pouvez la retrouver sur YouTube, mais elle sera aussi sur la plateforme dont on parlera tout à l'heure, accessible. Voilà, je vais lancer la vidéo. Le projet pragmatique, en fait, il répond parfaitement aux attendus de l'appel à projet innover pour un levier compétences plus inclusif de 2021. Nos motivations essentielles, c'est rendre le plus accessible possible les ressources et les méthodes pédagogiques pour que n'importe quelle personne en situation de handicap puisse effectivement développer ses compétences et se former. Donc l'ambition globale a été d'agir dans le champ de la formation inclusive, avec cette intuition que le numérique avait des possibilités qui nous permettaient de créer des fiches savoir-faire, fiches exemples, donc une quinzaine de fiches exemples qui seraient un modèle qu'on mettra à disposition des acteurs de la formation en général et d'impulser une logique d'ingénierie pédagogique accessible. Parce qu'on se rend compte que des fois, dans certains supports pédagogiques, il y a trop d'informations. Parce qu'on s'est rendu compte que les ressources étaient pas inadaptées, mais n'étaient pas universelles, comme on pourrait le penser, par rapport à la capacité des apprenants. Des choses écrites qui disent à tout le monde comment il faut faire, il y en a plein.
sauf que quand les formateurs doivent faire, ils n'arrivent pas à percevoir, ils n'ont pas forcément d'exemples concrets. Une première étape, donc, on a construit avec le CLRP, on a décliné un plan d'action qui était de travailler d'abord sur la mécanique avant de s'intéresser aux autres domaines de formation. Et puis, j'ai pu m'approprier, dans un travail de documentation, les différents supports de formation, rencontrer les formateurs avec donc, des entretiens et les stagiaires, et puis observer des séquences de formation qui nous permettent de démarrer le travail de conception de ces fiches prototypes. Donc la deuxième étape qui suit l'immersion, c'est ce qu'on appelle chez nous le co-design, qui consiste donc à concevoir un outil, un prototype avec les acteurs de terrain. Donc ce co-design nous a permis d'abord de travailler tout le découpage des contenus pédagogiques, qui est une phase importante pour les rendre accessibles, et puis ensuite de choisir l'outil de création de contenu pédagogique, en l'occurrence Storyline, qui permet d'assembler des vidéos, des textes, différents types d'activités pédagogiques dans une fiche. Et puis enfin, on est rentré dans une phase d'alternance entre de la conception et des tests qui nous ont permis petit à petit d'améliorer la version jusqu'à atteindre celle qui répondait aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc après avoir conçu et expérimenté cette version, on a lancé une série de tests avec un laboratoire de psychologie cognitive et affective pour mesurer le confort d'apprentissage des stagiaires avec les outils produits. Et en parallèle, on a travaillé avec un expert de l'accessibilité numérique, Tanaguru, pour améliorer notre score selon le référentiel général d'accessibilité. Une vraie différence. J'ai créé notamment, toujours dans cet esprit-là, un cours sur donc des tableaux d'unités de mesure que j'ai représenté. Enfin, les stagiaires les avaient déjà travaillés sous format papier, que j'ai représenté. Là, ils en étaient, d'après leur dire, ravis. Alors, ça nous a aidé énormément justement de travailler avec Signe de Sens. Et puis Anne-Sylvie, forcément. Donc, au découpage des séances, parce que c'est vrai que nous, on avait tendance à mettre un bloc complet, et on s'est rendu compte qu'en fractionnant ce bloc, c'était plus facilement assimilable par le stagiaire. Donc oui, je pense que ça sera encore plus facile maintenant de faire ce type de vidéo. Dans la gestion de mes animations et dans la distribution de mes ressources, effectivement, j'ai une réflexion qui est différente, puisque je fais beaucoup plus attention à ce que je peux apporter à mes stagiaires. Et je ne fais plus confiance systématiquement à la ressource et j'essaye de retravailler dessus pour la rendre beaucoup plus facile. Un résultat important du projet pour moi était de mettre en évidence que l'ingénierie pédagogique n'était sans doute pas assez valorisée dans les organismes de formation spécialisés, comme dans tous les organismes de formation, ainsi qu'il y a un besoin de formation de formateurs inclusifs. Le conseil, si on veut bien faire, c'est, pour moi, c'est vraiment de travailler en groupe, avec des personnes d'univers différents. Par exemple, moi, je travaille avec des mécaniciens, j'y connais rien en mécanique, ce qui fait que pour simplifier les choses, c'est beaucoup plus simple parce que les termes, je les connais pas forcément. Au même titre que les mécaniciens viennent m'aider, par exemple, sur des mathématiques ou sur de l'Excel, etc. L'une des vertus de ce projet, c'était d'emmener les équipes de formateurs dans cette démarche d'ingénierie pédagogique accessible. On pourrait effectivement regarder dans quelle mesure on puisse utiliser la méthode et la dupliquer sur d'autres dispositifs de formation et donc aller au-delà finalement de la mécanique automobile et pourquoi pas d'autres métiers du bâtiment, de l'industrie et également du tertiaire. C'est que demain, l'ensemble des secteurs d'activité puissent être ouverts parce qu'ils auront, par le biais de la formation, permis à des compétences de s'affirmer et donc à des personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, de bénéficier d'une qualification et demain d'un emploi de qualité.
Merci. Alors, Voilà, après avoir donc découvert les grandes lignes du projet à travers cette vidéo, je vous propose maintenant de découvrir la plateforme sur laquelle donc on a déposé et qui est accessible donc par tous ces fiches prototypes qui ont été produits pendant le projet. Alors, je partage mon écran. On a fait le test tout à l'heure, ça a fonctionné, donc ça devrait toujours fonctionner. Voilà, je pense que c'est partagé pour tout le monde. On a bien l'écran. Voilà, donc c'est un LMS, hein, donc une plateforme d'apprentissage sur laquelle on a créé une page où vous allez retrouver le descriptif du projet dans les grandes lignes, avec les partenaires, la vidéo qui est déposée qu'on vient de voir, et puis un paragraphe sur les enseignements réussis, questions limitées et perspectives. On va reprendre ensuite dans la présentation. Vous avez ensuite accessible un guide méthodologique qui permet de poser les grands choix que nous avons fait ensemble avec les formateurs pour la conception de ces fiches. Un retour d'expérience que j'ai rédigé sur où notamment je repartage ce constat quant à la place insuffisante donnée, je trouve, à l'ingénierie pédagogique, dans le sens où les formateurs n'ont pas forcément de temps dédié à la conception d'outils. On confond souvent la préparation d'un cours, où on prépare les animations et les différents temps du scénario pédagogique, à la conception des contenus, qui est un temps important et qui nécessite souvent un investissement presque en dehors du temps de travail pour la plupart des formateurs. Et a fortiori, donc, pouvoir concevoir des outils pédagogiques universels. Et puis, un retour aussi sur les tests scientifiques qui ont été menés par le laboratoire Scalab, qui ont pu mettre en évidence notamment que la vidéo avait comme principal comment dire, intérêt d'engager davantage les apprenants. C'est-à-dire que on mesurait le confort, le stress, la compréhension, et là, on était sur des niveaux qui pouvaient être en moyenne assez équivalents entre des supports PDF et des vidéos, équivalents en moyenne, mais différents selon les personnes. On a des personnes qui vont être plus à l'aise avec des vidéos, d'autres plus à l'aise avec des supports type PDF, avec de l'écrit et des schémas, et des personnes qui vont pouvoir avoir besoin des deux. Donc ça nous conforte dans le choix multimodal qu'on a fait, qu'on va pouvoir apercevoir tout à l'heure. Et par contre, pour ce qui est de l'engagement, qui est mesuré notamment par un bracelet qui mesure l'activité électrodermique, il y a un net engagement beaucoup plus important pour la vidéo, c'est-à-dire qu'on est plus captivé par la vidéo que par tout type d'autres supports. Et donc ensuite, on a l'accès aux fiches. Donc les fiches qui ont été créées, comme je le disais, sur un outil auteur, donc un outil de conception pédagogique qui est en l'occurrence Storyline, qui est un outil qui est assez utilisé par beaucoup de centres de formation. Et donc je vais ouvrir l'une des fiches pour donner un aperçu sur ces fiches. Donc là, on est sur une séquence de type atelier pour réparer une vis cassée, donc qui est décomposée en 6 étapes. Et l'un des premiers constats que nous avons fait, donc c'était expliqué dans la vidéo, c'est que le découpage des contenus, le calibrage des contenus est un moment important pour que un contenu pédagogique soit accessible. Et donc on l'a calibré dans le choix de mettre au maximum 4 vidéos sur une fiche, des vidéos qui font au maximum 3 minutes, et donc ça calibre la quantité de contenu. Et puis, on est sur du multimodal, donc on a une vidéo et on a toujours un fichier PDF
correspondant donc aux informations qui téléchargeables, donc on peut choisir. Et on a des ressources complémentaires. Donc là, on est sur de la mécanique. Par exemple, si j'ouvre la fiche pièce, je vais pouvoir accéder à descriptif des matériaux. Et si je prends la fiche outils et que je prends le compas, alors on l'a aussi mis en lien avec un autre outil nous avons développé qui est le DicoElix, où on va retrouver les définitions de mots en langue des signes. Et donc si on clique sur ce lien-là, on va retrouver cette plateforme du DicoElix qui permet de retrouver le mot compas en langue des signes. Donc voilà les grandes lignes de conception que nous avons fait sur ces fiches. Je vais pas rentrer dans le détail maintenant. C'était juste pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. Et alors, si je reviens sur l'accès aux fiches, on voit donc le travail qui a été fait, comme c'est expliqué dans la vidéo, il a été surtout en mécanique. Alors, pas que mécanique auto, mécanique moto, auto et mécanique et jardin. C'était la première phase du projet. Et après, avec les autres formateurs, nous avons décliné quelques fiches aussi en bureautique, en physique générale et en assistance informatique. Alors, en parallèle de ce démonstrateur, en fait, pour les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin dans l'expérimentation, on peut accéder à ce qu'on appelle les fichiers SCORM. Donc, c'est un codage de contenu pédagogique qui permet d'intégrer ces fiches sur son propre LMS. Donc, tout organisme qui est doté d'une plateforme d'apprentissage peut télécharger gratuitement ces fichiers SCORM et le faire tourner sur son LMS pour voir comment ça fonctionne. Et pour aller au-delà, on a donné aussi accès aux fichiers Storyline. Donc là, par contre, il faut être doté de l'outil de conception Storyline ou outil auteur. Mais si on a donc l'outil Storyline, on peut télécharger les fichiers et voir comment c'est construit et reprendre ces fiches. Et là, on a les fiches toutes faites et on a des fiches sous mode template, donc avec des champs vides à compléter, qui sont auxquels sont adjointes aussi des modes d'emploi. Donc, on a les modes d'emploi de template. C'est-à-dire que un organisme de formation qui veut s'approprier ce qui a été fait peut télécharger les fichiers Storyline pour les ouvrir et voir comment c'est construit et bénéficier d'un descriptif comment utiliser ces fiches Storyline, notamment pour que ce soit téléchargeable. Alors, les modes d'emploi sont ici. Donc, c'est en type PDF. On a les modes d'emploi. Et après, sur les fichiers à télécharger, si je clique ici, je vais pouvoir télécharger. Voilà. Donc, le fichier. Alors, si je l'ouvre, ça va rien donner puisqu'il faudra après l'ouvrir, bien sûr, avec le bon outil. Voilà pour ce balayage général du projet, enfin du rendu, du livrable, du projet pragmatique que nous avons mené avec le CLRP et les équipes du CLRP, notamment Anne-Sylvie. Arrêter le partage et revenir sur la présentation. Anne-Sylvie, peut-être que tu veux ajouter un mot sur comment le projet s'est inscrit en fait au CLRP, l'implication des formateurs, des stagiaires dans tout le processus en fait de design. Oui, je veux bien revenir sur la genèse parce qu'il y avait un côté un peu anecdotique bien avant 2021. Donc quand je dis anecdotique, c'est souvent comme ça que commencent les projets, sur des situations individuelles. Donc là, c'était l'accueil de personnes qui présentaient des difficultés de lecture extrêmement importantes liées à leur situation de handicap et notamment personnes cérébrolésées. Et la toute première, avec qui le projet quasiment a commencé sans le vouloir, c'était une personne sourde
signantes en situation d'illettrisme et avec un mauvais niveau de langue des signes. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, c'était des personnes qui avaient voulu faire des formations en mécanique, mais qui se retrouvaient refusées par tous les organismes parce que déjà, le positionnement, je dirais pas la sélection, mais en tout cas les épreuves de positionnement pour accéder à des formations, généralement comprennent des exercices, des tests où la lecture est importante et par conséquent, ils ne pouvaient pas rentrer en formation. Et c'est grâce, c'est ce que Signe de Sens met en évidence par rapport à c'est le handicap qui transforme le monde. Je dirais c'est grâce à ces personnes qu'il a fallu adapter l'environnement et donc l'environnement pédagogique et les formateurs donc s'évertuaient à trouver des astuces, à créer des ressources les plus simples possibles, à mettre beaucoup plus de visuels et sur l'idée que ça profite à tous, sur notamment la personne sourde qui dessine extrêmement bien. Là, il y a eu une première réunion où d'autres stagiaires disaient quand on comprend pas, on va piquer les dessins donc de ce stagiaire. Puis voilà, petit à petit, ça s'est en quelque sorte un peu généralisé avec une volonté de la part des formateurs d'accentuer cette accessibilité. Ils ont commencé par une approche très artisanale à faire une vidéo sur une séance pédagogique avec la traduction en langue des signes en vidéo également, les sous-titres, etc., la version audio. Et je dirais que ça a été vraiment les prémices, puisqu'on travaillait déjà avec vous, Signe de Sens, autour du vocabulaire métier par rapport à Helix, puisque les termes techniques n'existaient pas en langue des signes. Donc, il fallait bien que les formateurs et les personnes sourdes, quelque part, inventent ces signes pour pouvoir se comprendre un minimum autour des situations pédagogiques. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et effectivement, comme tu évoquais tout à l'heure, Jean-Christophe, on en est venu à élaborer un projet avec une envergure plus importante pour élaborer ce prototype. Et notre volonté, j'ai un écho, je ne sais pas si vous m'entendez toujours bien. Notre volonté, c'était vraiment, comme je le disais dans la vidéo, c'était vraiment donner des exemples aux formateurs, aux pédagogues, parce que souvent, les préconisations d'accessibilité, on en a tous lu ou écrit, enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, mais ce que je voyais, c'était des formateurs qui vraiment, au moment où il fallait faire, malgré tout, ne savaient pas comment faire. Donc voilà pour la genèse, et c'est vrai qu'on a eu la chance de travailler ensemble de manière très complémentaire, et maintenant, je dirais que cette méthodologie, elle commence à être bien ancrée, et sur d'autres produits de formation qui sont en cours, parfois de définition, d'élaboration, on a vraiment gagné en qualité sur la méthodologie de découpage, de détail du scénario de formation, du scénario pédagogique, et qui permet après d'être plus à l'aise dans la conception de ressources correspondant aux unités d'apprentissage, aux objectifs liés aux unités d'apprentissage. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre, mais pour moi, ça a été une richesse de travailler sur ce projet. Et je crois que les formateurs, ils en témoignent aussi dans la vidéo. Ça a été aussi très enrichissant pour eux. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Si j'ai oublié des choses, Jean-Christophe, Sébastien, c'est vrai qu'on a eu l'habitude de travailler là-dessus et parfois je ne vois peut-être plus ce qu'il faut rajouter. Si, non, mais c'est très bien. Comme le dit Anne-Sylvie, n'hésitez pas à poser vos questions. Et effectivement, le travail avec le CLRP est un travail, un partenariat maintenant qui s'inscrit depuis plusieurs années. Et c'est vrai que Signe de Sens a créé le dictionnaire Helix il y a une quinzaine d'années maintenant, E-L-I-X. Helix est un dictionnaire français, langue des signes française. Vous tapez un mot. Pour ce mot, vous avez une définition écrite et vous avez surtout une définition vidéo en langue des signes française et le signe correspondant en vidéo en langue des signes française. C'est à peu près 100 000 utilisateurs réguliers, c'est une référence en France. Et donc, avec le CLRP, avec Anne-Sylvie, il y a de ça 5 ans maintenant, on a mené un travail de lexicalisation des métiers en langue des signes française pour mettre dans le dictionnaire, finalement, tous ces termes techniques et permettre à une personne sourde de pouvoir
accéder en fait à une formation en mécanique agricole, en mécanique moto, etc. On s'est rendu compte que fournir le lexique c'est bien, mais c'est pas comment dire, il manque quelques maillons dans la chaîne, c'est le cas de le dire, parce que tout le dispositif de formation en amont doit également lui-même en fait être accessible. Il ne suffit pas de fournir le vocabulaire pour résoudre la problématique. Et donc on est rentré dans une réflexion un peu plus systémique sur l'ensemble des étapes qu'un stagiaire doit suivre, à la fois en termes de préorientation, d'orientation, de formation, d'examen également, de stage. Et donc, on travaille maintenant sur l'ensemble de la filière et sur l'ensemble de la chaîne. Et ça, c'est vraiment très, très important. Dans ce qu'on vous présente là et dans le démonstrateur, hein, on insiste vraiment sur le terme démonstrateur pragmatique. On n'a pas, comment dire, on n'a pas la prétention de résoudre toutes les problématiques, mais en tout cas, on vous montre la manière dont l'info pédagogique peut être organisée pour la rendre accessible. On n'est surtout pas dans la numérisation d'un dispositif pédagogique, on est dans son accessibilisation, c'est-à-dire de le rendre accessible, le numérique étant un moyen d'y parvenir. Et donc là, on est en train de réfléchir un peu à la suite, Jean-Christophe en parlera après, sur comment décliner une formation de A à Z selon les principes développés, testés, approuvés dans le cadre de pragmatique. Alors, on a également, vous le savez, hein, toutes ces contraintes de Calliope, enfin ces contraintes ou plutôt ces opportunités. Dans le cadre de la certification Calliope, les supports de formation doivent être accessibles. Et donc nous, ce qu'on a souhaité faire avec les équipes du CLRP et puis avec le soutien de la GFIP, c'est vraiment s'appuyer sur l'expérience et sur l'expertise de la formation accompagnée pour pouvoir aller développer des ressources qui inspirent tous les organismes de formation. Donc voilà, on s'appuie sur le spécialisé pour inspirer le droit commun. Et ça, c'est vraiment quelque chose, un élément clé en fait, pour pouvoir avancer en fait vers plus d'accessibilité. Tant qu'on considère que voilà, c'est tout, c'est une contrainte, et puis on verra comment on fera, etc. Et en fait, on n'y arrivera pas. Là, le but, c'est vraiment de manière native, pouvoir travailler un dispositif pédagogique pour le rendre accessible. Donc voilà un peu pour vous redonner des éléments de contexte. Et donc, Jean-Christophe, je te redonne la parole un peu sur peut-être un peu plus de détails et sur la suite, notamment Elixir les métiers. Oui. Merci Sébastien et Anne-Sylvie. Alors, je vais pas revenir, j'ai parlé, hein, j'ai évoqué les tests qui ont été menés avec le laboratoire Scalab et qui nous ont permis de valider le modèle. C'est ce que je mets dans les enseignements réussis. Donc, on a abouti à un modèle satisfaisant. Après, on est pédagogue et donc on a conscience qu'un modèle parfait, ça n'existe pas. Et que ce qui a été posé, en tout cas, ça permet d'inspirer, de donner concrètement à voir, ce que disait Anne-Sylvie, un exemple de construction de contenu pédagogique qui soit le plus accessible pour le plus grand nombre. Et donc, ça a permis de développer une expertise en termes de conception pédagogique, aussi bien au sein du CLRP que chez nous, de contenu pédagogique accessible. Ça nous a amené, nous, à penser à écrire une formation à l'ingénierie pédagogique accessible parce que je pense que c'est un enjeu important et donc c'est quelque chose que nous, on souhaite développer pour l'ensemble des organismes de formation. Et puis, un autre point important dans l'enseignement et de réussite, ça a été de réunir dès le départ avec Guy Robert, qui était directeur du CLRP au moment de la naissance de la construction du projet, de réunir dans le comité de pilotage qui a suivi le projet pendant les 2 ans, un ensemble d'acteurs et du handicap et de la formation, alors, notamment l'AFPA, qui aujourd'hui envisage de pouvoir se saisir du modèle pour décliner une formation à partir de ces contenus et l'expérimenter et de voir comment ça peut fonctionner. Et c'est bien l'enjeu de faire en sorte que les avancées que nous avons menées, tout ce que nous avons débroussaillé pendant les 2 années avec les formateurs, ça puisse servir à d'autres pour construire des formations plus accessibles dans tous les domaines. C'est ce que dit Estelle Coquerel à la fin de la vidéo.
Et donc, c'est important, on s'en rend compte, c'est un enjeu de l'accessibilité, mais de l'innovation de manière générale, de penser à réunir les acteurs de l'écosystème. Et les projets portés par la région axent aussi de manière importante ce sujet de mettre en lien les acteurs pour fluidifier les parcours depuis l'orientation jusque l'accès à l'entreprise. Et donc, on est bien dans le même sens. Et c'est quelque chose auquel on veille maintenant en termes d'acteurs de l'inclusion, de réunir l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Alors, on a mis en évidence les questions limites, c'est-à-dire et qui en même temps sont des pistes pour la suite. C'est-à-dire qu'on on a créé quelques fiches exemples et que pour que ça puisse être consolidé et validé, l'enjeu maintenant, et c'est ce qu'on y travaille notamment avec Anne-Sylvie, ce serait d'écrire une formation complète et de concevoir l'ensemble des outils et de le mettre en œuvre avec des stagiaires sur une session complète et de pouvoir évaluer sa performance. Et puis, donc, ça permettrait de développer aussi toute la partie d'accès au contenu. Parce que là, ce sont des fiches, elles sont faites, mais pour accéder au contenu sur une plateforme d'apprentissage, il y a toute la partie navigation, etc., qui doit aussi être travaillée pour que ce soit plus facile qu'aujourd'hui et contourner le risque du jargon pédagogique qui faut dire commun chez les ingénieurs pédagogiques et formateurs, mais qui peut mettre les stagiaires en difficulté si on force la navigation par ces termes pédagogiques compliqués. Et puis donc, c'est ce que je disais, hein, la place de l'ingénierie pédagogique dans les organismes de formation. Là, c'est plutôt une action je veux dire, à la limite politique, mais qui est de dire, il faut trouver, faire en sorte que le temps d'ingénierie pédagogique ou la mission d'ingénierie pédagogique des formateurs soit vraiment reconnue en tant que telle dans les fiches de poste, dans le temps imparti pour que il y ait des contenus accessibles et des contenus accessibles pour tous, en fait, puissent émerger. Je voudrais rajouter quelque chose, Jean-Christophe. Comme tu l'évoquais par rapport à l'ingénierie pédagogique accessible, tout à l'heure j'évoquais la difficulté pour des personnes en difficulté de lecture ou avec des difficultés cognitives d'accéder au dispositif de droit commun. Et c'est vrai que tout l'objet de la formation accompagnée, c'est effectivement d'être en appui aux organismes de droit commun là-dessus. Et je voulais revenir sur l'aspect évaluation, positionnement de départ. Ça part vraiment de là. Ça commence pas seulement quand les personnes sont en formation. Et c'est vrai qu'il y a lieu de s'interroger aussi sur l'accessibilité des supports, des tests, des évaluations, des positionnements que les organismes donc mettent en place et utilisent avec les personnes et qui excluent probablement un grand nombre, enfin un certain nombre, je ne vais pas dire un grand nombre, mais en tout cas un certain nombre de stagiaires potentiels et surtout de stagiaires qui ont pour beaucoup les aptitudes pour réussir, mais les instruments utilisés, les tests utilisés ne permettent pas d'évaluer réellement leurs aptitudes. Et là, c'est vrai que j'ai oublié de signaler au départ sur les anecdotes du tout départ, les stagiaires ont suivi la formation, ont eu le titre professionnel, ont eu accès à des emplois. Donc c'est vrai que si on avait utilisé des épreuves au départ pour évaluer leurs aptitudes, il est très probable qu'ils auraient été exclus et ils n'auraient jamais eu cette chance de rentrer en formation. Donc c'est vraiment, comme tu l'évoquais, c'est vraiment du début de l'orientation, de l'évaluation jusqu'aux examens, parce que là aussi, les modalités des examens, les supports qui sont proposés pour les examens, quels qu'ils soient, peuvent être très problématiques en termes d'accessibilité. Donc il y a encore un gros chantier et je pense que on est tous passionnés pour essayer de faire avancer tout ça. Voilà. Merci Anne-Sylvie. On peut peut-être conclure, Jean-Christophe, il nous reste une dizaine de minutes. Il y a quelques questions qui sont posées, donc voilà, je te laisse peut-être conclure.
Oui, vous souhaitez peut-être voir les questions là. Il y avait une question de Catherine qui demande si les formateurs peuvent créer en autonomie les supports et les parcours de formation. Ton micro est coupé, Jean-Christophe. Ton micro est coupé. Alors, les ressources sont mises à disposition gratuitement. Voilà, donc je vais laisser Jean-Christophe répondre sur le détail. Oui. Mais... Oui. Donc, alors, je peux revenir et repartager l'écran de la plateforme éventuellement pour bien le montrer si ça a été un peu trop fugace tout à l'heure. Et certaines personnes nous font part du fait que la page s'ouvre pas. J'ai une page blanche sur. Je sais pas de quelle part. Alors on va réessayer en direct et puis on va voir ça. Donc l'accès aux fiches. Alors déjà quand on arrive ici pour accéder aux fiches, quand on va cliquer là, il y a une étape supplémentaire que je n'ai pas évoquée tout à l'heure. Il faut s'inscrire sur la plateforme, parce que c'est une plateforme d'apprentissage, c'est une inscription libre. Il suffit de mettre son nom, son prénom et son mail pour être inscrit et pour pouvoir accéder au contenu. Donc ça, c'est la première étape qui est importante de préciser. Donc nous, comme je suis déjà connecté, j'ai pas cette étape-là à faire. Et donc là, quand on clique sur ces cadres-là, on va aller sur les fiches que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, on peut essayer dans une autre. Hein. Hop. Ici, on est sur l'environnement Excel. Alors, si je refais redémarrer, en imaginant, il faut laisser un petit peu de temps, voilà, pour que ça puisse se charger. Donc là, on est sur la fiche Excel. Donc là, on est sur le démonstrateur. On est à la place du stagiaire qui suit la fiche. Si je reviens donc au contenu, en plus des fiches, on a donc les ressources complémentaires qui sont en dessous. Et c'est là qu'on va pouvoir télécharger, donc ou bien les fichiers SCORM pour importer sur le LMS et pouvoir expérimenter, essayer ces contenus, voir comment ils fonctionnent. Et après, au-delà, télécharger les fichiers Storyline qu'on va pouvoir ouvrir et modifier directement. Donc, soit en prenant les fiches Storyline finies, ou bien en prenant les templates. Là, on est sur les fichiers Storyline, mais où on a enlevé les titres, etc. Donc, on peut reprendre les titres de sa formation et créer ses propres fiches en insérant les vidéos, les contenus, fichiers PDF, avec Christophe, Storyline est Pardon? indispensable. Est-ce que Storyline est indispensable? Est-ce qu'on peut utiliser un autre outil auteur? Alors, pour expérimenter ces fiches-là, il faut Storyline. Après, les modes d'emploi reprennent comment on utilise Storyline, et donc on peut imaginer le décliner sur un autre outil auteur. Mais les outils qui sont faits, donc ça c'est la limite, mais c'est comme on utilise dans toutes les manières, on utilise un outil de conception pédagogique. Donc on peut pas faire mieux que de l'avoir fait sur un des outils qui est un outil qui est assez courant. Et après, là, c'est en même temps une des limites. On pourrait imaginer développer un outil auteur libre de droit, mais là, ce serait d'autres enjeux, puisqu'il faudrait imaginer la maintenance de l'outil auteur, etc., un outil auteur qui serait accessible. Là, aujourd'hui, il faut Storyline pour pouvoir prendre les fiches et rentrer je veux dire, dans le moteur des fiches, c'est-à-dire les démonter, regarder comment elles sont construites et pour pouvoir les refaire à l'identique. Après, rien n'empêche de voir comment elles sont faites en regardant les exemples et de reproduire à peu près la même architecture sur d'autres outils auteurs. Une autre question, est-ce que c'est possible d'animer une formation en présentiel avec des personnes en situation de handicap et des personnes qui ne sont pas dans cette situation? Est-ce qu'on a des retours d'expérience? Alors, c'est un démonstrateur qu'on a construit, comme le nom l'indique. Les principes sont faits selon la démarche de conception universelle, c'est-à-dire que ça peut servir à tout le monde. Enfin, Jean-Christophe, Anne-Sylvie, moi j'ai envie de dire oui. Mais... Ouais, je vais plutôt donner la réponse à Anne-Sylvie, puisque les groupes de stagiaires
sont accueillis au CLRP sont dans des situations de handicap assez variées. Donc, je laisse la réponse à Anne-Sylvie. Je pense que là, dans la question, il n'y a pas des personnes en situation de handicap qui auraient tous des difficultés cognitives qui empêcheraient. Mais là, nous, on accueille des personnes en situation de handicap, mais pour un grand nombre, ils pourraient tout à fait aller en dispositif de droit commun. Là, on a adapté et c'est utile à tout le monde. Mais si vous avez une personne qui a une jambe en moins, elle est en situation de handicap, mais elle peut tout à fait suivre la formation. Enfin, par rapport à la question, je ne sais pas si je réponds, mais je dirais quelque part, nous, on considère là que dans les formations, on a effectivement des personnes normales et dont certaines vont avoir des difficultés de lecture, certaines des difficultés de mémoire, mais je crois que dans la population en général et dans les stagiaires qui sont dans les formations de droit commun, il est très probable qu'il y ait des personnes qui rendront compte de ce type de difficultés également. Et là, c'est vraiment, on est, comme tu disais, dans la logique de rendre le plus universel possible. Et à chaque fois qu'on propose, bon, il y a, dans le guide méthodologique, c'est bien expliqué tout ça, mais à chaque fois qu'on propose des modalités variées de présentation des ressources pédagogiques, donc déjà en mettant du visuel, du texte, de l'audio, ça devient accessible à tous. Hein, et je pense qu'il faut que les gens regardent vos vidéos sur le handicap transforme le monde, parce qu'il y a des tas de choses qui ont été créées, mais en fait, tout le monde s'en sert actuellement. Là, c'est pareil, le fait de rendre ces ressources plus accessibles, elles sont utilisables avec tout le monde, en présentiel, sans problème. Après, ça relève de l'adaptation. Si vous avez quelqu'un en fauteuil roulant, peut-être il va falloir l'aider à certains moments pour se déplacer d'un endroit à un autre. Mais voilà, je ne sais pas si ça vous apporte la réponse attendue, mais oui, on peut animer des formations présentielles avec des personnes en situation de handicap et des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Et en fait, c'est déjà le cas dans beaucoup d'organismes de droit commun. En fait, pour compléter ce que dit Anne-Sylvie, on n'est surtout pas dans une vulgarisation en fait, d'un support de formation, c'est-à-dire qu'on est dans une accessibilisation en utilisant des textes qui sont en français faciles à lire, faciles à comprendre, en utilisant des vidéos qui sont sous-titrées, interprétées en langue des signes également, avec la possibilité d'appeler le dictionnaire ELIX. Donc finalement, on utilise différents supports pour pouvoir créer en fait un support de formation, une séquence de formation qui soit accessible en fait à tous. Et on est sur cette démarche de conception universelle, sur cette, c'est presque une démarche de progrès. Le 100% accessible n'existe pas, mais en tout cas, on fait en sorte de l'atteindre. En fait. Alors, juste du coup, peut-être pour conclure et rebondir en même temps sur la question, puisque c'est ce qu'on disait, hein, l'accessibilité des personnes en situation de handicap à l'ensemble de la proposition de formation, elle présente aujourd'hui différents obstacles et notamment à tous les moments, depuis l'orientation jusqu'à l'entrée en entreprise. Et c'est notamment ce à quoi veut s'atteler le projet ELIX et les métiers, alors avec un focus sur les publics sourds et malentendants. Avec cette ambition de faciliter des personnes sourdes et malentendantes à la formation à l'emploi dans les secteurs du numérique et du transport, depuis l'orientation jusqu'à l'accès à l'entreprise. Donc c'est un projet qui implique beaucoup d'acteurs, puisque c'est ce qu'on disait, c'est un des enjeux qu'on a identifié. Un projet inspirationnel aussi avec des cours de réussite de personnes sourdes et malentendantes. Alors, je ne vais pas le présenter en détail, mais c'est un projet dont on présentera sous forme de stand lors du salon de clôture le 19 décembre à la Cité des Échanges qui est organisé donc, dans le cadre du forum de l'innovation de résonance. ELIX et les métiers. Donc ELIX qui est notre programme autour de la langue des signes dont Sébastien parlait tout à l'heure. Et je te laisse peut-être conclure, Sébastien. Oui, bah écoutez, voilà, hein, rapidement, on a souhaité vous présenter un peu le fruit de notre collaboration. Encore une fois, les ressources sont à disposition, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir vers nous également si vous avez des questions. On a travaillé étape par étape. Comme je le disais tout à l'heure, en travaillant d'abord sur du lexique en langue des signes, puis après sur un parcours de formation
la suite, comme vient de le dire Jean-Christophe, c'est comment on fait pour travailler à l'échelle d'une branche, avec les acteurs à la fois de la préorientation et de l'orientation, formation, recherche de stage, recherche d'emploi et emploi. Vraiment faire en sorte que les personnes puissent suivre un parcours comme tout le monde. Puisque quand vous êtes né sourd ou bien en situation de handicap, on vous dit que ça va pas être facile, que ça va être compliqué, que ce sera pas possible, mais vous pouvez être sourd et conduire en fait un car scolaire ou bien conduire un 44 tonnes, c'est tout à fait possible. Et encore faut-il en fait adapter l'ensemble du processus pour que les personnes puissent se former. Voilà, c'est un peu la conclusion rapide, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir vers nous. Merci Isabelle, merci à la Résonance, merci au C2RP de nous donner cette occasion de parler. Effectivement, avec Jean-Christophe, le 19, on se retrouve à la Cité des Échanges. Oui, ben merci. Et je pense qu'il voilà. Il y a un petit QR code, c'est ça voilà. Pour finir. Donc, on laisse Isabelle conclure. Pardon. Je voulais d'abord vous remercier tous les trois, hein, donc Anne-Sylvie, Sébastien et Jean-Christophe, pour nous avoir pris le temps de nous présenter vraiment votre outil et qui voilà pour permettre aux professionnels de s'en emparer et de pouvoir l'utiliser. Je vais peut-être remettre je crois qu'il y a des questions. Alors il y avait une dernière question, oui, si passe sur la licence pour l'utilisation de ces ressources. Donc là. Jean-Christophe nous a répondu. Comment suivre l'avancement du projet? Donc, Sébastien a indiqué que vous pouvez le suivre sur LinkedIn, hein, sur les réseaux. Après, si vous en êtes d'accord, on diffuse une newsletter d'avancée du projet, une newsletter globale. Donc, on peut aussi, si vous êtes d'accord, vous inscrire à cette newsletter. Vous ne serez pas bombardé. Hein, il y en a une par trimestre, on va dire. Donc, trimestre, donc c'est aussi une possibilité. En tout cas, sur les réseaux de signes de sens, particulièrement LinkedIn, vous aurez des informations régulières sur l'avancée du projet. Et on pourra suivre vos travaux. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.